Vous êtes sur la Une. Le match du jour de la 11e journée de championnat, Nancy-Bordeaux. Les buts marqués en Europe dans les matchs éliminatoires du championnat d'Europe des Nations. Jean-Marc Guilloux, remercié par les dirigeants du Servette de Genève. Et la deuxième division, c'était également la 11e journée ce week-end. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes ravis, Didier et moi, de vous retrouver pour ce téléfoot. Un téléfoot un petit peu écourté qui ne durera que 25 minutes. C'est une mauvaise nouvelle en raison de la cérémonie du souvenir. Mais en revanche, Didier, il y a une bonne nouvelle. Oui, il y a quand même une bonne nouvelle qui nous vient du début de la semaine. C'est évidemment le match nul de l'Union soviétique en Islande. Match nul un but partout. Finalement, le match nul de l'équipe de France quelques semaines auparavant n'était pas un si mauvais résultat qu'on a bien voulu le dire ou l'écrire. Donc on va voir tout ce qui s'est passé dans l'Eurofoot cette semaine. Il y a eu 3 matchs tout de même. Et on commence par le groupe 2, Thierry. Le groupe 2, c'était la première rencontre dans ce groupe avec une rencontre importante à Stockholm entre la Suède, en jaune bien sûr, et la Suisse qui avait battu la France en match amical avec 2 buts de Ekström, la nouvelle vedette du football suédois, dont le premier à la 20e minute dans un angle très fermé, 1-0 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, sur une belle action collective, Ekström double la mise. 2-0, donc la Suède est bien partie dans ses éliminatoires de l'Eurofoot 88. Et puis le groupe qui nous intéresse plus particulièrement, évidemment, le groupe 3, où l'Islande est maintenant en tête avec 2 points, mais 2 matchs joués. Ensuite, la RDA, la Norvège, la France. L'URSS avec 1 point, donc à Reykjavik, la grande surprise, enfin une demi-surprise maintenant, avec ce premier but marqué par Gudjonsson à la 30e minute, à la suite d'une erreur de la défense soviétique. Nous allons voir maintenant une erreur de la défense islandaise à quelques secondes de la fin de cette première mi-temps qui permet à Sulak Levice d'égaliser, score final 1 but partout. Et le même jour à Oslo, RDA-Norvège, les Norvégiens en rouge ont largement dominé les Allemands de l'Est et ça ne sera pas simple pour les Français de Henri Michel le 16 juin prochain à Sofia. Voilà, revenons en France, donc à la même époque, mercredi dernier, il y avait la 11e journée du championnat de France de football et nous nous sommes intéressés au match Nancy-Bordeaux avec Jean-Michel Larquet et Martin Zara, Nancy après Platini. Donc Nancy-Bordeaux, match du jour. Et puis ce soir, ce but de Michel Platini donne la Coupe de France à l'AS Nancy-Lorraine. Décidément, c'est l'année Platini. Cette année-là, c'était en 1978 et depuis, l'AS Nancy est obligé de limiter son objectif au seul maintien en première division. Pourtant, à l'instar du maire de Nancy, la Lorraine aimerait entendre à nouveau des cris de victoire. On a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Mais cela, c'est le folklore d'Interville. Dans le football, la réalité est tout autre. Dépouillé de ses meilleurs joueurs à la fin de chaque saison, ne pouvant lutter à finances égales avec les plus riches, l'AS Nancy-Lorraine doit former la relève. Il n'y a pas d'autre solution que la politique de formation. Les jeunes, c'est la grande richesse de Nancy. Ça fait donc 13 ans qu'on essaye à former des joueurs avec plus ou moins de difficultés, parce qu'en fin de compte, la jeunesse, elle est aussi soumise à beaucoup de sollicitations. Donc nous, effectivement, on peut seulement que vivre qu'avec des gamins. Croire aux vertus des jeunes, mais aussi les mettre dans un contexte favorable.
L'AS Nancy-Lorraine dispose d'un complexe sportif qu'elle améliore au cours des ans et que bien peu de clubs peuvent se vanter d'avoir. À Nancy, si le classement est parfois préoccupant, on trouve dans le travail d'autres motifs de satisfaction. Les grandes écuries rencontrent des problèmes que ne rencontrent pas les petites écuries. Je parlerai de problèmes d'ambiance, d'environnement, qui sont très importants dans les résultats du football. Si vous croyez que tous les footballeurs sont des stars, un bref sondage place Stanislas sur les joueurs actuels démontre très rapidement le contraire. Platini. De l'équipe actuelle. De l'équipe actuelle Royer. J'en connaissais quelques-uns, je connaissais Pico, mais je sais qu'il est parti cette année. Et de l'équipe actuelle? Non. Être anonyme ne veut pas dire être résigné. À quelques heures du coup d'envoi, pendant le poulet spaghetti, les joueurs nancéens pensaient sans doute à Battiston, Tigana et Lacombe. Pourtant, ils étaient prêts à vendre chèrement leur peau. Un match nul qui soit reflété la physionomie de la rencontre, vu que Bordeaux a aussi eu des occasions qui n'ont pas su concrétiser. Et de notre côté aussi, je crois qu'un match nul aurait été équitable ce soir. Beaucoup d'occasions en effet des deux côtés et c'est Nancy qui s'est montré le premier dangereux avec cette belle reprise de volée de pied détournée par Dropsy. Mais à Bordeaux, on a de l'expérience, on laisse passer l'orage pour mieux jouer le contre, double crochet de Ferreri et bon tir mais sans danger toutefois pour Matriciano. Tout le jeu collectif bordelais résumé dans ce coup franc joué à 3, mais malheureusement Zlatko Jovic oublie le ballon. Dommage, c'était bien joué. Mais ce n'est pas fini, les frayeurs nancéennes sont loin d'être terminées. Heureusement pour les Lorrains que Vercruis se manque en 2 temps sa reprise sur ce centre de Vujovic. 0-0 au repos, les 12 000 spectateurs ne s'ennuient pas et dès la reprise Nancy repart à l'abordage. Sur ce centre de Piet, monsieur Rideau oublie peut-être de siffler un pénalty pour une faute de Zoran Vujovic sur Philippe. Bordeaux continue à se montrer dangereux, tout d'abord avec Vercruis, idéalement placé, mais son tir frôle le poteau. Et ensuite, ce petit centre de Lacombe ne trouve que Cartier. La balle de match, c'est Zawi qui l'a dans ses pieds, mais l'attaquant ivoirien croise, lui, trop son tir. On respire à Bordeaux, on se pose des questions à Nancy. On s'en posera encore plus à 3 minutes du coup de sifflet final quand Vujovic rentrera dans la surface avec Fournier à ses trousses. Le Yougoslave se retrouve au sol et l'arbitre n'hésite pas. Penalty malgré les protestations lorraines. C'est Lacombe qui va se charger de le transformer sous les sifflets du public de Marcel Picaud. La victoire revient à l'arraché à Bordeaux et l'arbitre connaîtra lui bien des problèmes pour regagner les vestiaires. Le public lorrain n'a vraiment pas apprécié. J'ai été souvent dans ce cas-là. Lorsqu'on prend un penalty à quelques minutes de la fin, c'est presque une injustice et je l'ai vécu quelques fois, donc je comprends la réaction de tout le monde. Philippe Piet a été l'homme de ce match. Le milieu de terrain nancéen a tout fait pour arracher la décision. Piet a tiré, il a défendu, il a surtout remonté beaucoup de ballons. C'est l'homme en forme de Nancy en ce début de saison. Je suis bien, physiquement ça va. Et je suis dans une équipe qui joue assez bien en ballon et je pense qu'il y a tout pour s'exprimer. Vous marquez des buts en plus. J'en ai marqué 2, ouais. Aujourd'hui ça n'a pas voulu rentrer, mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Piet, comme tous les Nancéens, a tout fait pour remporter cette rencontre. La chance n'était pas dans leur camp mercredi, même si on acceptait côté lorrain la défaite. On connaissait l'équipe de Bordeaux, on savait le potentiel offensif et défensif qu'ils avaient. On a tenu jusqu'à 6 minutes de la fin, comme vous avez dit, mais effectivement, je crois que le pénalty se justifie pleinement. On ne doit pas le contester. Je comprends la déception des spectateurs. Très bien, quant à vous Bernard, avoir une balle de but à quelques minutes, une balle de leader en fait, vous n'avez pas trop réfléchi? Vous savez, normalement c'est Philippe Vercruis qui voulait le tirer. Au dernier moment, il a renoncé. C'est toujours difficile et délicat, mais vous savez, un pénalty c'est une chose toujours assez dure à tirer, surtout dans les conditions. Bon, j'ai réussi, je suis très content. Et vous avez remarqué que le capitaine de Nancy avait dit que le pénalty était indiscutable. Je crois que c'est à retenir. Effectivement, Jean-Michel, il y a eu 23 buts marqués à l'occasion de cette 11e journée, 23-1 ce pénalty. Voici donc les 22 autres buts, c'était, souvenez-vous, mercredi dernier.
Et on va commencer par la rencontre qui s'est déroulée au stade Vélodrome de Marseille devant une foule importante comme d'habitude, plus de 30 000 spectateurs, 3 cartons à 1 en faveur de l'Olympique de Marseille, mais au tableau d'affichage 1-0 grâce à un super but de Blaž Slisković, le Yougoslave de l'Olympique de Marseille, à 3 minutes de la fin. Un but extraordinaire, Castaneda ne peut rien et l'Olympique de Marseille est toujours invaincu. Les équipes de tête l'ont emporté, mais chaque fois un petit but d'écart, tout comme PSG, donc contre Rennes, est toujours très important, les coups de pied arrêtés dans le football d'aujourd'hui. C'est Philippe Janol qui réussit l'unique but au Parc des Princes à la 58e minute. Toulouse marche bien, à quelques jours de recevoir Maradona et ses coéquipiers. 19e minute, faute de Lemaguérès sur Durand. Et un discutable penalty qui est transformé par l'Argentin Marsico, 1-0 pour Toulouse face au Racing Club de Paris. 38e minute, Durand et Marsico encore et Yannick Stopira à la réception. 2-0, puis 3 avec ce but de Despero. Monaco-Lille, 1-0, encore un coup franc. Vous êtes à la place du gardien de but. Vous allez voir tout cela dans un instant, à la suite d'une faute sur Dib. Voilà, vous êtes dans la position du gardien de but. Vous allez voir que le ballon, eh bien, il arrive au tout dernier moment. Et comme la frappe est sèche et lourde, il est trop tard pour réagir. Eh oui. Le coup franc parfait, signé Bellone. Victoire de Monaco, 1-0 à la 69e minute. Ça marche plutôt bien pour les équipes azuréennes, puisque Nice a fait un match nul à Laval, 0-0. Encore un seul but à Auxerre face à Nantes qui peine en ce moment, le Football Club de Nantes. But marqué à la 59e minute par Ferrer sur une action menée avec Cantona et Auxerre bat Nantes, 1-0. Les jeunes Sochaliens marquent le pas ces derniers temps. Défaite à domicile contre Bordeaux et une défaite au Havre, 3-1. Un premier but marqué par Lorenz à la 6e minute. Encore un coup franc, décidément il y en a beaucoup. Il est parfait, en pleine lucarne, marqué par Zajakovski à la 43e minute. Donc 2-0 à la mi-temps, toujours le Havre à l'attaque, mais nous sommes maintenant en deuxième période. Et un troisième but pour Velichkov de l'intérieur du pied. Tranquillement, 3-0 et finalement Paille réduira la marque à 3 minutes de la fin. Un joli coup de tête sans élan, il fallait le faire. 3-1 donc. Et Brest-Metz, pas de but, 0-0. Et enfin Lens qui accueillait la lanterne rouge toulonnaise. Lens qui marque dès la 10e minute sur une jolie action Sikora Cherifudjani. Un tir terrible du fils Oudjani et 1-0 à la 10e minute. En deuxième mi-temps, nouvelle action lensoise menée cette fois-ci par Krausik. Et c'est encore une fois Cherifudjani qui est à la réception pour donner 2 buts d'avance au Racing Club de Lens. Dans la minute qui suit, Victor Ramos marque un joli but. On en reparlera pour Toulon. Mais Toulon s'incline encore une fois de justesse, 2-1. Le classement donc après 11 journées, Marseille-Bordeaux toujours en tête avec 17 points, mais le PSG et Toulouse qui l'ont tous deux emporté, vous l'avez constaté, ne sont pas décrochés pour autant, ce qui est le cas de Lille et Monaco revient fort, tout comme Auxerre. Dans la deuxième partie du classement, Toulon, toujours pas de victoire malgré le but de Ramos. Le Racing, Saint-Etienne, Nancy se partagent l'avant-dernière place. Et maintenant, donc, nous passons au but de la semaine. Vous avez un petit peu vendu la mèche, Thierry, mais effectivement, le but de Ramos est bien joli. On a hésité, il y avait aussi celui d'Auxerre, une belle talonnade, et puis tout en finesse, vous avez vu le but. Enfin, c'est celui de Ramos. Eh bien, le plus beau but de la semaine, c'est celui réussi par Ramos de Toulon contre Lens. Pour bien se placer à la suite de ce centre, Ramos est obligé, vous le constatez, de reculer. Ensuite, il faut réaliser un amorti de la poitrine qui plus est en extension. Alors, à reculons, c'est loin d'être évident, ce qui explique que le ballon ne colle pas vraiment à la poitrine. Et pour rattraper tout cela, il va falloir conduire le ballon de la tête, mais avec le dosage parfait. Un exercice de jonglage de grand style signé Ramos. Pour nous, c'était indiscutablement le plus beau but de la semaine. Voilà Thierry, on met un peu notre championnat de côté, mais pas vraiment le football français, c'est-à-dire on va à l'étranger, mais ça concerne encore la France. Exactement, oui, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs français qui travaillent à l'étranger, et puis depuis cette semaine, malheureusement, il y en a un de moins.
puisque l'ancien meneur du SCO d'Angers, Jean-Marc Guilloux, qui était l'entraîneur du Servette de Genève, a été limogé. Voici une enquête en Suisse de notre ami Claude Bertrand sur le Servette et Jean-Marc Guilloux. Rien ne va plus au Servette qui joue ici en maillot blanc. Déjà privé pour la première fois depuis bien longtemps d'une compétition européenne, les Genevois, en ce début de saison, n'ont pas réussi à glaner le moindre point à l'extérieur. Pire, ils ont même connu l'humiliation d'une défaite à domicile contre Bellinzone, un nouveau promu. Un but assassin qui plonge le Servette dans les profondeurs du classement. Chauffé à blanc par une presse très polémique, le public va réclamer la tête de l'entraîneur Jean-Marc Guilloux. La décision tombe, Guilloux est congédié, motif officiel, un problème de communication. Je pense que les joueurs ont la même faculté que lui de comprendre et de sentir le football. Et en réalité, c'est là qu'il se trompe. Je pense qu'il ne se met peut-être pas assez au niveau de la compréhension que les joueurs ont parfois d'un entraîneur. Je pense que les joueurs attendent plus aujourd'hui d'un entraîneur quelqu'un qui les motive que quelqu'un qui leur enseigne ce qu'ils doivent faire. Et puis il a une autre caractéristique qui est alors largement pas un défaut, mais qui de nouveau le dessert, c'est un homme qui est incapable d'une quelconque méchanceté. Or, aujourd'hui, j'estime qu'un entraîneur de foot, s'il veut mener son équipe selon certains objectifs et un certain résultat, doit faire preuve, à certains moments, si ce n'est de méchanceté, au moins de poigne et de dureté. Quelquefois, quand une équipe perd, la tendance des joueurs est quand même toujours de dire bon, c'est pas tout à fait de ma faute, c'est de la faute du partenaire, c'est de la faute de l'entraîneur, c'est de la faute de ceci, c'est de la faute de cela. Et je pense que ça le rassure. Et finalement, au niveau psychologique, c'est bon qu'il trouve des rassurances, si je veux dire, pour pouvoir être en confiance. C'est vrai qu'à un moment donné, lorsqu'on change d'entraîneur, on est en droit d'attendre au niveau psychologique que les joueurs, et par le fait même l'équipe, ait une réaction en disant bon, ça y est, on a trouvé le mal, même si c'est pas véritablement le mal, on a trouvé le mal, à partir de maintenant ça va aller très bien, c'est un petit peu la méthode Coué. Les joueurs ont leur part de responsabilité aussi, parce que je veux dire, c'est quand même le troisième entraîneur qu'ils usent prématurément au Servette. Les dirigeants ont aussi leur part de responsabilité parce qu'ils ont laissé une situation se dégrader. En fait, tout le monde a ses responsabilités là-dedans. Pour remplacer Guilloux, les dirigeants du Servette ont fait appel à un jeune entraîneur genevois, Thierry de Choudens, 33 ans, qui s'occupait auparavant des équipes juniors. De Choudens, qui passe pour un excellent pédagogue, aura la délicate mission de redonner confiance au groupe, un groupe impressionnant sur le papier, avec pas moins de 8 internationaux, dont le français Bernard Gengini, lequel a démenti les bruits concernant son éventuel transfert. Quant à Jean-Marc Guilloux, il pourrait se laisser tenter par un poste de formateur sur le banc des juniors où il se sentirait beaucoup plus à l'aise. Il y a cette possibilité de faire quelque chose au niveau des jeunes qui m'intéresse moi personnellement, parce que si j'ai fait un projet, c'est que ça m'intéresse. Mais je dis encore, ce projet de formation peut très bien commencer fait à Genève, comme il peut être fait ailleurs. Hier soir, le Servette a battu Locarno par 5-2. Voilà, le choc psychologique a donc eu lieu, même si Jean-Marc Guilloux n'est pas vraiment responsable, toujours très délicat de prendre position dans ce genre de choses. Passons maintenant à la deuxième division. Nous avons un petit problème technique. La caméra est tombée en panne pour le match Alès-Cannes, c'est-à-dire que nous n'avons pas le premier but d'Alès. Voyons tout cela avec Yves Kupferminck. Deuxième du groupe A derrière Saint-Etienne, barragiste malheureux contre Mulhouse, Alès est la révélation de la saison dernière. Mais surprendrait une chose, le plus dur est toujours de confirmer. D'autant qu'à l'intersaison, Léon Slavagne a dû laisser partir 5 joueurs, à commencer par Dominique Barbera, parti justement à Cannes, l'adversaire du soir. À votre avis, Cannes a plus de chances de monter en première division qu'Alès? Je pense qu'il y a toutes les possibilités là-bas pour avoir une grande équipe de première division. Et c'est pour ça que je suis parti d'Alès. Je crois que les garçons qui sont partis, pour moi, sont partis, ont fait des affaires financières, et ça c'est des professionnels, je crois que c'est le contexte qui veut ça. Je suis content pour ceux qui sont partis, bon, je suis content pour les garçons qui arrivent là, je crois que c'est un spectacle, il faut arriver quand même aussi à se renouveler. L'équipe d'Alès a une moyenne très jeune, et je crois que bon, nous sommes avant tout un club formateur.
Pour jouer les premiers rôles, la formation c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour laisser ces jeunes arriver à maturité, Léonce Lavagne est donc allé chercher ailleurs ce qu'il ne pouvait trouver chez lui. Et paradoxalement, Alès version 86 possède, du moins sur le papier, un effectif plus redoutable que l'équipe précédente, avec l'arrivée de joueurs comme Sens, Pascaletti, Cangini et Malbo, qui ont tous évolué en première division. Aujourd'hui, Alès est un savant dosage entre la jeunesse et l'expérience, comme Cannes a pu le vérifier à ses dépens. Menant 1-0 depuis la 20e minute, Alès a su parfaitement maîtriser le leader en se créant les meilleures occasions. Et c'est en toute logique que les Alésiens ont marqué un deuxième but à la 71e minute, à la suite d'un tir de Cangini repoussé par Morisseau et repris par Pascal Malbo. Dans les toutes dernières minutes, Cannes réduira l'écart sur ce coup franc de Hémon, un superbe but du jeune Burnier qui n'empêche pas les Azuréens de concéder leur deuxième défaite de la saison. Cette année encore, il faudra compter avec Alès, comme le pense l'ancien Bordelais, Pascal Malbo. À Bordeaux, les joueurs étaient quand même, c'était quand même des sacrés professionnels, des gars qui connaissaient très bien leur métier, qui avaient beaucoup de métier, qui savaient, disons, juger et apprécier les matchs au fil du temps. Parce qu'ici, on est peut-être un petit peu euphorique, un petit peu plus naïf, vu la jeunesse de l'équipe, mais il y a énormément d'enthousiasme, énormément de cœur à jouer, et ça, c'est formidable. Bon résultat de Béziers contre Cuiseaux-Louhans, un but de Christophe Remp et Montsolémine-Bassette, aucun succès à l'extérieur et au classement, Cannes précède d'1 point Martigues, Montpellier et Cuiseaux-Louhans, Nîmes, Alès, Limoges et Sète sont à 2 points, Lyon, Bastia et Montsolémine sont à 3 points. Nous allons maintenant parler du groupe B. Le Racing Club de Strasbourg, version Robert Herbin, passait un test très difficile en Anjou face au SCO d'Angers qui réussit une bien belle saison. Philippe Huy. Et avant ce match contre Angers, on peut parler de début réussi pour Robert Herbin. 3 matchs, 2 victoires, 1 match nul et aucun but d'encaissé. Je m'attendais tout de même à trouver une équipe très traumatisée. Elle l'était peut-être. Tout ce que je constate, c'est que depuis que je suis arrivé, j'ai l'impression que les joueurs retrouvent une certaine joie de vivre, une certaine joie de jouer. Et c'est une surprise agréable. Et pour rassurer Herbin, le début de la rencontre est strasbourgeois. Sur ce coup franc de Didier Six, Maillet a failli surprendre son propre gardien, mais plus de peur que de mal, le ballon n'ayant fini que sur la transversale. Les Alsaciens ne vont pas avoir de chance puisqu'à la 10e minute, Cobos va placer un bon tir, mais cette fois, Beaufreton le repousse sur le poteau. Maximum de réussite donc pour Angers. Les joueurs d'Henri Atamagnouk vont se libérer ensuite avec notamment Larvaron qui inquiète une première fois Philippe Schut. Le gardien strasbourgeois sera moins heureux en fin de première mi-temps sur ce coup franc. Belle combinaison à 4 avec un très bon tir de Grosbois. Schut est battu. 1-0 pour Angers, c'est aussi le score à la mi-temps. Et les Angevins font la preuve qu'ils sont au point sur les coups francs. Nouvelle combinaison, le résultat est le même. Grosbois trompe Schut pour la 2e fois. 2-0. Les Angevins pensent sans doute que c'est terminé et les Strasbourgeois vont en profiter pour réduire l'écart dans la minute qui suit à la 65e minute sur cette reprise de Reichert qui se loge le long du poteau de Beaufreton. 2-1, mais l'espoir des Alsaciens sera de courte durée puisque c'est sur un corner que Desbouillons marque son 3e but. 3-1 donc pour Angers et première défaite pour Herbin. Il faut que les joueurs soient conscients du travail qu'il reste à accomplir, et notamment dans l'attention. Maintenant, ça n'enlève rien aux qualités qu'ils m'ont démontrées précédemment. Et à nous de corriger les défauts qui ont été apparents aujourd'hui. Alors Strasbourg est toujours en fin de tableau. Alors l'objectif pour vous, c'est de les amener à quelle place? L'objectif, c'est de remonter au classement et d'occuper une place qui correspond davantage à l'équipe. Maintenant, je ne peux pas vous donner de place. L'essentiel, c'est de pouvoir remonter, de ne pas glisser derrière. Niort, tenu en échec à Beauvais, n'a plus que 4 points d'avance sur Caen, qu'il a emporté à Amiens, a signalé la victoire de Guingamp à Quimper 3-1 et celle de Valenciennes à Saint-Ouen devant le Red Star 1-0. Le Red Star qui ne compte toujours qu'un tout petit point. Voilà, c'est la fin de ce téléfoot, un téléfoot un petit peu spécial, on vous l'a dit, de 25 minutes. Je voulais vous présenter Mondial, mais j'ai oublié chez moi, donc il n'y a pas la couverture, mais il vient de sortir avec un reportage spécialement sur Marseille, en couverture Michel Hidalgo et Gérard Banil. Et puis on est un petit peu triste, hein, Thierry, parce qu'on a perdu un bon copain. Enfin, vous le connaissiez mieux que moi, puisque c'était une autre génération. Moi, j'ai quand même connu quand j'étais haut comme 3 pommes, l'homme à l'œillet et au gros cigare qui venait nous voir jouer quand on était poussin, pupille à Cannes, qui était quelqu'un de très attachant,
de très, très généreux, enfin l'un des grands seigneurs Oui, qui vrai. existait. Notre ami Jean Eskenazi. Et je crois, voilà, notre ami Jean Eskenazi nous a quittés. Et sur le plan professionnel, je crois que c'était une montagne aussi. Oui, on pense à lui parce que c'était un grand journaliste, c'était un grand monsieur, c'était un amoureux du football. Il était très malade, il est parti, mais on ne l'oubliera pas. Salut Jean. La grille du loto, là vous avez explosé Thierry, je crois. Ouh là là. Pourtant il n'était pas spécialement difficile. Oui, mais quand Georges même. Dominique a 13. Alors, je pense qu'il va, le service des sports il va nous offrir un petit coup à boire. Mais enfin, c'était pas commode quand même. Il y avait des résultats qu'il fallait trouver. C'était à la fois logique et déroutant. Maintenant, quand ça devient trop facile, ça devient difficile quelque part, puisqu'on cherche toujours la difficulté, on joue les cotes. Voilà, exactement. Voilà, et bien à la semaine prochaine, et bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée. Je crois qu'il fait beau un peu partout sur la France. Enfin, je ne suis pas vraiment sûr en fait. Oui, je dis ça comme ça. De toute façon, ça va. Ça existe quelque On va chose. vers les beaux jours. D'accord. À bientôt, au revoir.